Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur 99media.org. Je suis en direct de l'usine C à Montréal, au coin des rues Panay et Ontario, pour le Festival des Solidarités, une présentation de l'alternative. Où on devrait s'en aller par rapport à la réalité des changements climatiques, par rapport à un virage énergétique, un virage économique. Et pire encore, ce qu'on voit, c'est l'arrivée de potentiels pipelines de sable bitumineux apportés sur le sol au Québec. Et la seule raison C'est CIBL. Oui, CBL qui diffuse en direct du Festival des Solidarités. Ils ont besoin de trouver de nouveaux marchés. Et pour la première fois, on est face à cette réalité-là de l'arrivée potentielle du pétrole le plus sale au Québec par pipeline. Et malheureusement, on n'a pas encore ce débat-là au niveau du Québec. On n'a pas encore une vraie consultation environnementale de la part du gouvernement du Québec sur cette question-là. Ça tarde au niveau, et même le gouvernement Marois se dit ouvert, sans même connaître de toute évidence les impacts soit liés à la production des sables bitumineux, qui, je le rappelle, est le plus polluant au niveau des gaz à effet de serre quand on regarde parmi tous les pétroles, mais aussi au niveau des risques liés au transport, risques liés au déversement de ce pétrole lourd, qui en fait, le déversement serait catastrophique, en fait, pour l'eau potable. Et en plus, on rajoute ces super oui, on l'a vu aux États-Unis, le plus grand déversement lié de l'histoire des États-Unis. C'est du pétrole lourd, on s'en fait c'est la même compagnie Enbridge qui veut investir sur le pétrole naturel. Et ça fait 3 ans qu'ils le voient, ça a coûté plus d'1 milliard de dollars. Et ce n'est pas encore terminé. C'est catastrophique le risque de déversement. Et à ça, il faut ajouter aussi des enjeux au niveau du raffinage, au niveau de la qualité de l'air. Si on change le type de pétrole qui est raffiné au Québec, quels seront les impacts au niveau de la qualité de l'air? Et en plus, un des sous-produits lorsqu'on raffine le pétrole des sables bitumineux, c'est le pétrole de coke, qui est pire que le charbon. Donc c'est vraiment une situation. Mais ça, tous ces éléments-là, le gouvernement explique tout. Et là, ce petit comptable autant, surtout quand on connaît les impacts que ça a eu ailleurs, je pense qu'on n'appelle pas nécessairement des leçons qu'il y avait eu ailleurs. Comment se fait-il qu'ici, on s'entend, on semble ne pas vouloir voir que c'était aussi néfaste que ça l'est? Je pense que dans un premier temps, il faut être conscient des moyens qu'on se Alors, l'équipe de CIBL qui diffuse en direct. Promouvoir le pétrole des sables bitumineux, même le gouvernement canadien investit 14 millions cette année pour faire la promotion de son plan de développement de ressources. Hey, ça va? Donc, on reçoit l'information, on lobbyiste sur un bureau de Mme Pomme, un bureau de l'UNESCO, pour vanter, pour dire qu'il n'y a pas de problème, que ce sont des emplois. Alors, on n'a pas fait l'évaluation. C'est la voie dans le truc que j'ai parlé de quelque chose. Hey, une fois, faut être en swing en photo. Voilà, à cette heure, je suis équipé, oui. Chercher des référents. C'est ça, il faut mettre une image De remplacer au Québec. Absolument. Les amis qui sont à Coop, Média Coop. Oui, ils sont là. Hey, how's it going? Hey, How are you? good, you? I'm good. What's new? Still, this is new. Yes, this is new. I can see it. I'm like a kid on Christmas with this now. Yeah. Est-ce que les filles te connaissaient? Vous l'avez rencontré? Ah oui, Gabriel. Gab, ouais, c'est ça. Ouais, fait que là, tu faisais Alors, plusieurs tables qui tiennent des kiosques, distribution de pamphlets et autres matériels d'information. J'ai fait la gauche, on va faire la droite maintenant. Le chargeur, là, si jamais on voit que... le nouveau porte-parole de QS. C'est lui qui l'a? Oui. C'était pas Fonty... Fontecera, c'est ça. André Fontecera, c'est lui. OK. Je l'ai pas reconnu, pourtant j'ai diffusé le débat. Oui, il est là.
Bon, ben, Pendant Vanessa, que je vais vous demander encore un petit service. Ouais. Un autre photo à mon ami. Shit. Je vais juste la faire. Tu sais, je suis en direct, là, en plus, hein? De l'autre côté, parce que. Non, mais il faudrait être de l'autre côté. Parce que ça va être. Et oui, voyez-vous, Sergio de Rosemont, avec son charmant ami Guy Fay, va se faire photographier. Parce que Guy Fay, c'est un ami qui fait beaucoup de travail pour la diffusion de l'information alternative. Viens-t'en. Bloquer la voie. Bloquer la. Non, c'est ça. Ben moi, j'ai parce qu'on a reçu. Non, notre section, vraiment le groupe de section. C'est parfait, ça va être bon. Enfin. Donc, je te renvoie l'invitation. Oh, ouais, pour la date. drop ça là-dedans, oui, puis pour le 18, oui. Et je vais avoir les 2 pièces avec moi. Ah, Pour le CD. faut que je la fasse, faut que je me le rentre, faut que je la fasse. And I really wanted to read the book on eco-socialism of Papa. OK, j'ai été rendu sur ce bord-là. Ah ben bonjour. Bonjour. Ça doit être lourd. Oui, puis vous êtes en direct sur 99media.org en même temps. Le rond blanc. Campagne mondiale des ronds blancs. Qu'est-ce que le rond blanc? La campagne des ronds blancs, c'est quelque chose qui va commencer en septembre prochain. La signification du rond blanc, ça veut dire « je vous invite à me dire bonjour ». Donc, c'est une campagne pour renforcer le tissu social. L'idée, c'est que les gens dans la rue, dans le voisin, dans l'autobus, dans le métro, à l'épicerie, recommencent à simplement se dire bonjour, à sortir un peu de la bulle individuelle, à vraiment, comme je dis, renforcer le tissu social, l'esprit de communauté. Donc, vous n'êtes pas seulement à vivre un à côté des autres, on est ensemble. Fait que ça, c'est juste une campagne de brise-glace, dans le fond, pour briser la glace entre les individus. C'est une campagne mondiale, donc on va commencer à Montréal, mais l'idée c'est que ça se passe un peu partout sur la planète aussi, qu'il y a une contagion des ronds blancs un peu partout sur la planète. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Ça, c'est une deuxième campagne, en fait. La campagne mondiale pour un symbole de l'humanité. L'idée de cette campagne, c'est de créer un concours mondial pour qu'on se dote d'un symbole qui représente l'humanité unie dans sa diversité. Donc là, c'est une campagne de signature pour l'instant, donc on invite les gens à aller sur le site web ici, symboledelhumanité.org. Fais attention pour pas assommer quelqu'un avec mon... Donc d'aller sur symboledelhumanité.org et de soutenir cette campagne-là. Nous, on va aller voir après ça l'UNESCO pour leur dire voulez-vous faire cette campagne-là? Porter la pétition à l'UNESCO. C'est ça. Et les signatures, ça va vous dire, c'est 10 000 personnes de 100 pays qui soutiennent ce projet-là pour s'assurer que ça se mette en place. Et le symbole de l'humanité, ça va servir à renforcer le sentiment d'appartenance à l'humanité. Belle initiative. Super. Très belle initiative. Merci. And we have a video. Oh, pardon. You can go on the website. We have Actuellement, au Québec, on n'a pas de stratégie énergétique qui se veut cohérente. Moi, je connais bien. Salut. Bon, on va aller voir ce qui se passe autour. C'est bon. Média. 99media.org. On avait diffusé le débat qu'il y avait eu au Lion d'Or. Merci, hein. Fait que tantôt, je Et reviens. si tu veux me parler, là, appelle-moi à QS. Ton adresse, c'est Andrés. Fontecilla, Québec sur les airs. Salut. J'ai pas d'entrevue de préparer, moi, là. C'est toi qui... Donc, j'aimerais en profiter pour présenter aux gens directs notre nouveau porte-parole, Andrés. Andrés Fontecilla. Exactement. Porte-parole Donc, pour Québec solidaire. Ouais, voilà, en personne lui-même, hein, chéri à nous. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? L'idée, justement,
de pouvoir avoir un mode d'élection, de scrutin proportionnel. La proportionnelle? Oui. La proportionnelle, il me semble que c'est une nécessité urgente d'un point de vue démocratique, d'un point de vue politique, même au Québec. C'est une demande, c'est une idée qui est là depuis longtemps. Il y a une opposition féroce de certains forces politiques qui sont avantagés par un système. Moi j'irai en haut. Si tu veux couvrir là-bas, c'est comme tu veux. Le scrutin mixte proportionnel, ce que nous, à Québec solidaire, on avance, n'avance pas. C'est parce qu'il y a des gens qui sont privilégiés par le système actuel. Et voilà. Et que penses-tu de la performance ou de la contre-performance du Parti québécois qu'on pourrait appeler comme semblant de recul? En fait, beaucoup a été dit sur la chose. Évidemment, nous, on le disait pendant la campagne électorale. Le Parti québécois, pendant la campagne électorale, clignote à gauche, une fois au pouvoir, fait un virage à droite. Malheureusement, ils ont beaucoup promis. Là, ils sont en situation minoritaire, c'est bien évident, mais toutes les mesures, beaucoup de mesures qu'ils ont annoncées, il y a des reculs importants. Donc, ça envoie un message à l'électorat comme quoi le Parti québécois, un, n'est pas un véritable parti progressiste, deux, est incapable d'avoir une certaine cohérence, est incapable de gouverner correctement. Est-ce que tu dirais que le Parti québécois est carrément un parti néolibéral autonomiste, provincialiste? Néolibéral, ben, ils appliquent les recettes du néolibéralisme, c'est certain. Donc, c'est un parti qui gouverne à droite, c'est un parti qui, on l'a vu en termes de mesures sociales, ils reculent, ils n'avancent pas dans cette direction-là. Donc, par leurs actions, oui, ils sont en train de démontrer que c'est un gouvernement néolibéral. Et si je te demanderais de... OK, ben je te remercie de ta collaboration. Merci. Pas de problème. Bon. Merci. J'ai passé l'équipement. Oui. OK. Tu sais que les gens pognent toute la nourriture? Ah! Pardon. C'est qui? Ah oui, c'est ça. J'avais plus l'idée.
Alors, cueillette de lunch en direct. Alors, on est toujours en direct du Festival des Solidarités à l'Usine C à Montréal sur les ondes de 99media.org. C'est ça le fun, c'est que je me trouve une place qui m'a parké pour... Alors, on est au coin des rues Lalonde et de la Visitation. Ça se trouve à un coin de rue au sud de la rue Ontario. Excusez-moi, les ateliers vont commencer à l'instant. Il y a des personnes à l'intérieur.
voir ça dans la vie. Mais alors, ben, c'est ça. Merci. ¿Cómo se va, tú? María Josefa. J'imagine. Por eso le da. Por eso le da. No, comment ça, Michel Lambert, t'as pas réussi à l'arrêter? Il a arrêté qui? Ben voyons, on va faire. Ah, ben on travaille en ligne, là, il n'y a pas d'autre. Vous êtes toujours en direct du Festival de Solidarité à l'Usine C à Montréal sur les ondes de 99media.org. You are live from the Solidarity Festival at the C Factory on 99media.org. All the event today is supposed to be in French, and I am not able to do translation during the conference.
Je viens d'avaler un petit lunch rapide. Je fume une cigarette et je retourne à l'intérieur pour les ateliers. Là. On retourne aux ateliers. Back to the workshops. C'est grave. Et souvent, quand on entend parler de ce qui se passe à travers le monde, même proche de chez nous, on se dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, il faut vraiment faire quelque chose. Et là, on va parler avec quelqu'un qui fait quelque chose, qui peut nous encourager à en faire. Dominique Champagne, Laurentien, des militants qu'on a connus, entre autres, l'année dernière, à cette grande marche pour la journée de la terre. Bonjour, Dominique. Salut. Donc, je disais, aujourd'hui, on entend plusieurs choses, on se dit, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe, entre autres, nous-mêmes, juste ici, à côté de chez nous. Et la mobilisation, bon, c'est important, on le voit, c'est une militants de plus en plus fort, on va dire, même depuis des années. Ce qui fait qu'on se mobilise comme ça. Et tu vois, dans mon cas, j'ai l'impression de vivre en marge de la vie de militant pendant toute ma vie active, à part la parole que je peux prendre sur scène. Puis quand les gazières sont débarquées dans l'arrière-pays où je vivais, j'ai pris conscience de l'importance de la mobilisation parce que et le gouvernement et l'industrie semblaient tout puissantes et la population se sentait relativement résignée, impuissante. Et le discours écologiste, quoi qu'il soit porteur de beaucoup de vertus, il n'est pas toujours écouté à la hauteur de la qualité de sa contribution. Et ça fait 3 ans de ça. Et depuis 3 ans, ce qui s'est passé au Québec avec l'industrie du gaz de schiste, c'est que l'implication, la mobilisation des citoyens ont imposé le respect à une industrie toute puissante. Il faut dire que le prix du gaz nous a beaucoup aidé parce qu'il y a un boom de gaz de schiste aux États-Unis qui est en train de virer le continent à l'envers. Mais on peut quand même être fier au Québec de dire le village d'irréductible qui résiste à l'envahisseur, il n'y a plus sa promesse, c'est-à-dire qu'on est une société distincte qui a dit non au gaz de schiste. Là, on arrive à l'heure des choix par rapport au pétrole. On sait que le Canada est en train de se faire virer à l'envers par le pétrole. Et on sait que la situation, il y a une révolution qui a lieu présentement et ce n'est pas celle qu'on attendait. Il y a 3-4 ans à peine, on se disait, il y a un pic pétrolier, il va y avoir une baisse des réserves. Donc, il y a un grand pouvoir à donner du côté des énergies propres, des énergies vertes. Et tout à coup, avec la révolution du gaz de schiste, la
révolution du pétrole de schiste, tout à coup, là, les réserves de pétrole sont immenses. Oui. Les Américains sont en train de relancer leur économie sur une opération industrielle qui a un impact environnemental hallucinant et donc un impact sur toutes nos vies là, comme citoyens. C'est notre milieu de vie, c'est la suite du monde qui est en jeu. Et c'est pas demain que les médias qui relaient l'information que l'industrie propage, avec souvent la bénédiction des gouvernements. On ne parlera pas d'Harper, on connaît son opinion par rapport au pétrole, mais le gouvernement de Québec est aussi déterminé à développer le pétrole au Québec, alors qu'on sait que face à l'exigence que le réchauffement climatique nous pose, on est des drogués au pétrole qui sont convoqués à une grande cure de désintoxication. Alors moi, ce que je pense, c'est ce qui nous reste, c'est la mobilisation des citoyens. Pas nécessairement pour dire non au pétrole demain matin, parce qu'on est tous drogués au pétrole. Alors, mais c'est quoi le plan de la cure? C'est quoi le plan de la sortie qui va faire en sorte qu'on va cesser, maintenant qu'on sait l'impact que les hydrocarbures ont sur nos vies, c'est quoi le plan qu'on doit se donner démocratiquement pour faire en sorte qu'on embrasse la voie de la sagesse? Tu sais, ce matin, il y a Mélissa Maloney qui relayait le message. Les Autochtones, avant de prendre une décision, essayent de penser aux 7 prochaines générations. Ah ouais. Moi, j'ai 3 gars. Je suis le fils de Roland Champagne, qui était haut fonctionnaire des années 70, qui a acheté l'île d'Anticosti au nom du gouvernement du Québec. Aujourd'hui, on trouve du pétrole de schiste à Anticosti. Et j'ai 3 garçons. Et je me sens extrêmement interpellé par l'héritage. De quel monde, qu'est-ce qu'on va faire de ce que l'histoire a fait de nous? Dans quel monde est-ce qu'on veut vivre? On a des choix de société importants et ces décisions-là, elles ne doivent pas se prendre par-dessus la tête des citoyens. Ce n'est pas les gouvernements tout ça, ce n'est pas l'industrie, ce n'est pas les médias qui doivent prendre les décisions. On a chacun nos responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de se dire dans le brassage d'idées extraordinaires qui se vit ici aujourd'hui, c'est que ça nous concerne et qu'on doit s'impliquer. Et la grande leçon pour moi de la mobilisation citoyenne avec l'industrie du gaz de schiste, c'est qu'il y a des victoires possibles. On peut imposer le respect. Il y a un projet de moratoire présentement qui est sur la table, qui n'est pas parfait, mais quand même, les gens ont exigé un moratoire sur le gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Le projet de loi est sur la table. On a un gouvernement minoritaire. On ne sait pas si la loi va être adoptée, mais on sait quand même qu'on a stoppé cette avancée-là et qu'on n'est pas en train présentement d'avoir des impacts négatifs dévastateurs sur notre territoire, comme ça se fait dans le Dakota du Nord, comme ça se fait en Pennsylvanie, comme ça se fait dans le nord de l'Alberta. Alors, dans quel monde est-ce qu'on veut vivre? Est-ce qu'on veut donner une chance à la sagesse du monde qui fait qu'on embrasse, que l'avenir soit aux énergies propres? Et moi, je ne dis pas que demain matin, il n'y aura pas de pétrole. On est drogué au pétrole. Je m'en vais ici. Déjà de freiner, c'est déjà mieux que on ne peut pas arrêter totalement, mais au moins de freiner un peu. Alors, il faut se mobiliser, il faut dire non. Je pense qu'une des alternatives qu'on a à proposer, c'est de dire non. Non au pipeline, non au pétrole de schiste sur Anticosti. Les voies traditionnelles d'exploitation du pétrole, je pense qu'il faut exiger un réel débat honnête pour que les décisions soient prises démocratiquement avec le consentement libre, préalable et éclairé des citoyens. Et on s'implique comment? On s'implique en vivant, par exemple, ici, au Festival des Solidarités, on s'implique en... Je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est s'informer, c'est s'intéresser à la chose. Okay? Parce qu'il est clair que maintenant, il y a une masse critique d'experts en gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, parce qu'il y a des milliers de personnes, de citoyens, dans tous les villages qui se sont impliqués. Il y a eu une éducation populaire extraordinaire dans cette histoire-là. Le pétrole, là, on est bombardé d'informations. L'industrie est toute puissante. L'industrie dépense des dizaines de millions de dollars toutes les années pour pouvoir contrer le message sur le réchauffement climatique, sur l'avancée des énergies propres. Alors, c'est sûr que s'éduquer, s'informer, relayer les informations, faire confiance aussi aux experts. Moi, je ne suis pas un expert dans ce milieu-là, mais je m'abreuve à des littératures avec des gens dont j'ai confiance. Le militantisme écologique, je pense, est une source appréciable d'information. Je pense que la base, c'est l'éducation. À partir du moment où on comprend l'impact que le pétrole a sur le milieu de vie, on comprend donc qu'il faut s'en sortir et on va diminuer nos consommations et on va exiger que la consommation de pétrole et de la production de pétrole soit diminuée. Donc l'information, surtout pour des gens comme entre nous ici dans la région de Montréal, où on est moins proche comme des gens des villages, des villages de schiste, c'est ça, de s'informer déjà, ça fait qu'on va réagir et qu'on va s'unir tout le monde pour que le Québec réagisse. Parce que ça nous implique tout le monde, c'est-à-dire que... Même si c'est pas dans notre cours, ça nous implique. Absolument, je veux dire, le réchauffement climatique, c'est l'affaire de tout le monde, c'est pas moins montréalais, ça ne connaît pas de frontières. Et ce qui se passe à Anticosti a un impact sur Montréal, indéniablement.
C'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. On pourra t'entendre en plus cet après-midi animer l'atelier avec le Nigérian Nino Bassé. Absolument, qui est un homme extraordinaire, un militant fabuleux. Donc, on invite tout le monde à venir. C'est à 14h. Donc, c'est à 14h. Oui, donc à 14h à l'USNC, Dominique Champagne. Merci beaucoup. Merci à toi. On termine dans quelques instants avec David Murray pour des suggestions de lecture pour nous. Merci, ça roule. Non, c'est ça, on va faire les semaines. C'est bon, très bien. Je veux vous avertir, à tous les fois que vous me voyez me promener, cette caméra-là est en direct sur 99media.org. Ah, ok, parfait. Fait que j'ai hijacké ton entrevue. Ok, super. C'est bon. Alors, les membres de CIBL qui sont sur place à l'usine C pour continuer la radiodiffusion du Festival des Solidarités. On vient d'entendre une entrevue avec Dominique Champagne. C'est à Montréal, et Sherbrooke, À midi 54, on va terminer cette émission spéciale en direct du Festival des Solidarités. On va extractivisme tout au long de la journée avec des suggestions de lecture pour vous. On vous a parlé de plusieurs thématiques, puis on sait que ce qu'on vise, c'est vraiment l'information, de sensibiliser la population. Et on va en parler avec David Murray, qui est éditeur chez Éco-Société. David Murray, bonjour. Donc, on termine l'émission avec des suggestions. Vous avez des livres ici. Voilà, d'entrée de jeu, vous me pardonnerez de faire un peu de convergence. Parler de quelques titres que nous, on a publiés chez Éco-Société. Je pense qu'on se bien le problème. C'est très bien intéressant. Voilà, donc le premier, finalement, c'est celui d'Alain Deneau, William Sachet, parasitaire. L'apartheid, de certaines couleurs, les plaques de population sont colorées. Donc, c'est des, veut pas, c'est des autoroutes pour juifs souvent, des autoroutes de contournement, et pour que les Palestiniens puissent naviguer ces routes-là, normalement, c'est des chauffeurs de taxi. Ça prend cette plaque d'immatriculation, c'est strictement contrôlé. Vous savez que dans les colonies, le gouvernement d'Israël exerce un contrôle absolu. Alors, les colonies, ces régions sont gérées par des conseils régionaux composés de colons seulement. Donc, ni l'autorité palestinienne, ni les communautés palestiniennes n'ont aucun mot à dire. On a comme, je vous donnerai quelques chiffres. Par exemple, ça vient des Nations Unies. Les Palestiniens n'ont aucun contrôle sur les ressources d'eau en Cisjordanie. 86% de la vallée du Jourdain et de la mer Morte se trouve sous le contrôle des conseils régionaux des colonies israéliennes, donc les colons. Et les colons exploitent aussi les ressources minières et ont saisi les terres agricoles les plus fertiles. Puis en fin de compte, le mur de séparation, que l'on appelle aussi le mur de la honte, le mur de l'apartheid, a été conçu et érigé justement pour contourner les points stratégiques d'aquifères. C'est pas par hasard. Quand on parle de sécurité, c'est pas une sécurité physique comme telle, c'est la sécurité de mettre la main mise sur les ressources d'aquifères, les ressources d'eau en Cisjordanie, ainsi que les terres agricoles. Quand on voit le mur dans les centres urbains, c'est le mur. Dans les parties rurales, c'est plutôt des clôtures barbelées qu'on voit. Mais ces murs passent souvent en plein milieu d'un village palestinien. Il veut dire que votre famille peut devenir complètement étrangère parce que quel est le moyen que vous avez à les voir? Il est presque impossible, à moins d'aller chercher des permis des autorités israéliennes. Puis n'oubliez pas que la gouvernance en Cisjordanie est strictement militaire. Il y a deux systèmes légaux distincts. Comme par exemple, les colons
sont desservis par les cours israéliennes, sont protégés par la Constitution israélienne. Les Palestiniens sont sous l'ordonnance d'un commandement, puis le commandement est Dieu. Le commandant est Dieu sur place. Par exemple, dans la question de la violence des colons contre les Palestiniens, ce qui est quotidien, il y a une ONG israélienne au nom de Yesh Din qui a fait une enquête sur 869 cas de violence entre 2005 et 2012. 869 cas de violence par les colons contre les Palestiniens. Il y a 91% de ces cas, des enquêtes qui ont été fermées par les autorités israéliennes sans qu'aucune accusation ne soit portée contre les colons. Par contre, dans le cas que les Palestiniens réagissent, et c'est compréhensible qu'on va réagir face à ce genre de violence, dans 95% de ces cas, la réplique de la part des Palestiniens, 95% de ces cas aboutissent en cours israélien. C'est de l'apartheid, c'est clair. Il est normal, ça vient d'arriver l'autre jour que des colons sont allés incendier des oliveraie, des amanderaies chez des fermiers palestiniens près d'un village. Ça, c'est des choses qui sont quasiment quotidiennes. Ils y vont. L'armée est sur place. Ces attaques arrivent pour la plupart en plein jour. Les visages découverts, les colons sont connus. C'est avec impunité que ça arrive. Donc, c'est carte blanche. C'est l'invitation d'aller brûler les fermes, d'aller détruire. Oui, c'est Yiha, c'est le Wild West, mais c'est en Palestine. Beaucoup de ces colons, en passant, sont des Américains. Quand j'étais là, on m'avait dit qu'il y avait une majorité de colons qui venaient des États-Unis. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, on me l'avait expliqué aussi, c'est que 80% de ces colons sont des colons économiques. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la question du néolibéralisme est aussi vivant en Israël, où il y a un grave problème de logements sociaux, de logements abordables. Donc, une des façons de dealer avec ça, c'est d'envoyer des colons dans les colonies pour le logement subventionné. Et en même temps, ça sert la colonisation israélienne et le sionisme. Ça a toujours fait partie de l'idée sioniste de faire la conquête de la terre. Parce que ça, c'est ça, c'est la conquête de la terre, la conquête, la mainmise sur les ressources d'eau. Donc, voilà, on a une situation où les Palestiniens vivent comme tout peuple indigène qui a été colonisé et qui se fait coloniser par ce que moi j'appellerais un White Settler Society. Parce que, en fin de compte, c'est cela. J'ai été absolument abasourdi de voir ce que j'ai vu. C'est inconcevable. Il me manque les mots pour décrire les conditions ahurissantes dans lesquelles les Palestiniens sont obligés de vivre. Mais une chose est claire et nette, c'est de l'apartheid
Et ce que moi je dirais en tant que quelqu'un de confession juive, que l'on cesse d'être intimidé par un nombre restreint de maîtres chanteurs qui crient un antisémitisme chaque fois qu'on fait une critique légitime d'un gouvernement raciste qui déplace un peuple pour des raisons économiques surtout, justifiées par des mythes bibliques. Quand Myriam a parlé de l'ethnocratie, voilà, c'est ça. C'est une société raciste qui instrumentalise l'antisémitisme et l'Holocauste pour rendre le monde entier au silence. En passant, et je termine sur mon introduction, j'ai dépassé ma limite, je le fais tout le temps. Ça, le problème d'être enseignant à la retraite, c'est que les sionistes, le leadership sioniste en Palestine, dans les années 30, surtout à partir de 1933, a collaboré étroitement avec les autres instances nazies à Berlin. Et cet accord avait l'objectif de faire transférer un certain nombre de Juifs allemands, on estime entre 40 000 et 60 000, en Israël. Et en échange, les leaders sionistes en Palestine ont travaillé pour empêcher un mouvement de boycott anti-Hitler se fasse ailleurs. Je vous invite à vous procurer le livre de Edwin Black, The Transfer Agreement, the secret agreement between the Third Reich and Jewish Palestine, et aussi de l'auteur Lenny Brenner, qui est américain, et un des plus grands experts qui existent sur la question de la collaboration sioniste-nazie. 51 Documents of Nazi-Zionist Collaboration. C'est Lenny Brenner, B-R-E-N-N-E-R. Merci. Sur ce, on va passer à Leif Marouf. Donc, on peut parler d'apartheid en Israël. Maintenant, la question, c'est quoi la pertinence, en fait, de la campagne boycott des investissements et sanctions? So I'm going to speak in English, so I hope if you can't understand, you can use the translation. So we spoke a lot about the reality of Palestine, what's happening on the ground, how it's an apartheid. And now we're going to be talking about why BDS, but I think a lot of people already know about BDS, the history that it started in 2005, the Palestinian call from the cultural and community organizations calling for a boycott, divestment and sanctions against Israeli products and companies, cultural institutions and so forth, academic institutions. And that was, obviously has been now 7 years since then, 8 years. And we've seen a lot of campaigns happening here in Montreal, in Quebec, in Canada, globally to boycott Israeli products or ask performers not to perform in Israel, big cultural names. And it's been very successful. It's been a global movement. But, one thing that I think is important to analyze and look at before we just talk about why BDS, is it successful or not, should it be all BDS, everything or not, is it good for the Palestinians and the Israelis or not, is to actually understand what is the battle that we are
if we are all agree here that Palestinians are living under apartheid and colonization and are suffering on a daily basis, then we need to understand what is it that we are fighting for. So on the one hand, there's the battle on the ground of Palestine and the greater Middle East, which is the war around Palestine that has been happening now for 175 years, is part of it. This is not something isolated, and there's the people that are fighting for liberation on the ground, whether it's with non-violent methods or with armed resistance. And then there is the battle for public opinion, and mainly that is in the West. And that's where BDS comes. Okay, we can say all the nice, just things about why BDS, because it is the non-violent way, because the South Africans did it before and it worked, because it is a way to, bring the story of the Palestinians out and so on. But really, ultimately, it's about a battle for public opinion. Okay, and in this situation that we are, this is the other front, the only other front to fight Zionism and Israel as an apartheid state in the West. There's no way you can battle here an armed resistance or non-violent struggle for liberating Palestine on the ground of Canada or Montreal. So this is the only way we can affect the fate of people on the ground there, Jews and Palestinians. And this is also the only way you can also penetrate the monopoly in the media. If you understand why BDS has been successful, it's the number one reason is because it's provocative. It's so provocative to the Zionist ethos and their mental state that they can't even be silent about it. So we can be able to penetrate the media silence. Otherwise, in general, most of the media in Canada and the West is pro-Israeli state policies, if not outright Zionist. Okay, so how are we gonna get our voice out in that media? By being nice and sending letters and so forth? That doesn't affect. The only way we can get our voices out in this media scope that we have no control of or any effect on, mediascape, is through forcing them to have to talk about it. So for instance, we take an example of Paju doing the boycott of Naot shoes store on, and before that, the other store called Le Marcheur, okay, on Saint Denis, that are selling Israeli shoes. Now, if we were just having a lecture about it, how bad the situation is for the Palestinians, that their land was stolen, where the factory was, is being built now, is built in the West Bank, and where, a cheap Palestinian labor is forced to work there to bring us these shoes here. Nobody's gonna, in that media scope, is gonna care. We may be very effective in educating everybody in this room about it, but by going out in the street and standing out in front of the shoe store, that pissed off the shoe owner, the shoe store owner, who called his buddies in the community that supports Israeli state policies, who said, like, we need to do something and silence these assholes. Okay, so they bring the elephant, so they bring an elephant to swat this mosquito, which is really what we are compared in our work. So what happens is that they start talking in their media outlets about Palestine and BDS, even when they're attacking us and attacking the whole strategy of BDS. And it's like anti-Semitic, is this, is that. But they have no choice but to interview, just even to camouflage themselves as balanced. They will interview Bruce for a few minutes. He'll get his voice, and this will, make people talk. That is as far as we can actually
do here in Canada. Yes, we can get all these unions and so forth to boycott, sign on to the BDS, but I don't see any of the unions that signed on to BDS that actually divested their money. And if you look in the times of South Africa, really also unions that signed on to the BDS in South Africa just did the symbolic thing of signing. And actually that's enough. Because what is the battle right now here is for public opinion. The successful actual BDS campaign is the cultural one. The sanction, the boycott of products is a media campaign. That's one thing that we can use, social media campaign. Sometimes it will be successful, you'll get like one store shut down here and there, or one product pulled out of here and there, if you look at the history of South Africa. But what was the most successful are the cultural boycotts. So for instance, the campaign to boycott South African rugby teams. And that was like, that actually broke the back culturally of South Africa. You know, the economic campaign of South African products probably didn't even affect anything on the ground beyond, you know, making those who support apartheid become pariahs in our society, labeled as an unacceptable behavior. Okay, so therefore, those who are white supremacists, and there's still among us many of them that probably support still apartheid in South Africa, will shut up and hide in the shadows. And the politicians that support them will shut up about it and start, even if they are white supremacists, and there's probably a lot of that in American politics still, they wouldn't behave publicly in that way. So that changes the regular people, as a society, what is acceptable behavior. That's what we did to stop homophobia. We really didn't stop, there will be always people that are homophobic, but there's less exhibition of homophobia in our society because we isolated that behavior. And that's actually what is the battle for any social justice, not only about Palestine, how we do change. So BDS has been if we forget that this is the most important point about the BDS campaign, that is actually because it is successful in breaching the monopoly in the media, the silence. That's why we're doing it. Then we will get lost in this, oh, is the BDS really helping the Palestinians on the ground? Is it hurting Israelis in the factories, workers that are may or may not be Zionist, and so on? That is all actually a muted point, a waste of time of a discussion. Because there is no other thing you can do in Canada, in Montreal, but actually just decide not to do something, which is buy an Israeli product, or that's all. You're not doing it. You can't. You're just. It's the weakest thing you can actually do to help the Palestinians, and it's actually the effective thing right now. Maybe later, in a few years later, we'll find another. Maybe BDS is going to start becoming as a campaign if Palestine doesn't get liberated on the ground, because that's really where the battle is. We will have to find some other thing to use, except if we have our own media, and that will be coming to maybe another